Inutile de vous dire que de me retrouver à Château-Chinon, dans la Nièvre, dans cette circonstance, me touche beaucoup. Je suis resté 35 ans parlementaire de la Nièvre, parmi lesquels 23 ans député de cette circonscription. Je suis resté 32 ans conseiller général, en plein Morvan, 17 ans président du conseil général, et mon mandat de maire à Château-Chinon a été interrompu par mon élection à la présidence de la République. C'est une conjonction très heureuse. C'était pas si mal, après tout, que d'être élu. Lorsque, vous vous souvenez, il a employé ses premières paroles de nouveau président de la République, il a dit « J'ai pris le pouvoir pour vous le rendre ». Et de la même façon, et c'est dans la même veine, il a jugé tout à fait logique que les cadeaux remis au chef de l'État français, en tant que chef de l'État français, se devaient d'être exposés à la population française. Ce que je sais, c'est que, d'une part, leur quantité impressionnante et leur valeur, souvent, me crée un problème pratiquement insoluble. Qu'en faire? C'est ainsi qu'est née cette idée de créer ce musée du septennat, qui est devenu d'ailleurs par le fait musée des septennats, unique en France. Et après François Mitterrand, bien entendu, 1981, nouveau maire de Château-Chinon, René-Pierre Signé, qui a suivi les travaux, initié la montée en puissance de ces salles magnifiques. François Mitterrand, pour son bureau de l'Élysée, souhaitait disposer d'un globe. Il voulait disposer d'une vision géographique instantanée. Il lui est présenté Fernand Pouillon, qui est un architecte, qui a un magasin sur la place des Vosges et qui édite des cartes, des globes de Cassini. Et donc ils se rencontrent et François Mitterrand lui demande de réaliser pour lui un globe et finalement plusieurs globes, puisqu'il va décider de les offrir à ses visiteurs ou à des homologues qu'il va rencontrer, qu'il va visiter. Dans la plupart des cas, c'est tout de même, les chefs d'État cherchent à faire plaisir en offrant des objets qui me transmettent un peu certaines impressions de leur histoire ou de leur esthétique particulière. C'est pourquoi ça fait peut-être un peu bric-à-brac, car il y a tout dans ce musée. C'est sa nature. Château-Chinon est internationalement connu parce que, bien sûr, il y a eu François Mitterrand. Une ville de 3000 habitants ne peut pas l'être sans cet événement extraordinaire. Donc les Château-Chinonnais, qui sont des habitants réservés, sont malgré tout attentifs chaque année au déroulement du 10 mai 1981 pour que ce soit une véritable réussite et que les projecteurs viennent sur Château-Chinon se rappeler que, ne l'oublions jamais, c'était, grâce à lui, la première et pour l'instant, la seule alternance qui a existé sous la Ve République. On va présenter prochainement une exposition temporaire qui va démarrer le 10 mai, puisqu'on fête les 30 ans du 10 mai 81. Cette exposition va s'appeler Mai 81. Il va présenter une soixantaine de photographies
de ce moment historique qu'est l'élection de François Mitterrand. Alors, l'attente à l'hôtel du Vieux-Morvan où François Mitterrand commence à être interviewé, et puis l'annonce officielle où effectivement on le voit au balcon de l'hôtel, et puis dans son discours qu'il fait depuis la mairie de Château-Chinon, et on va le suivre pas à pas sur l'année 81. Alors l'investiture, le Panthéon, on va le suivre aussi dans sa fonction de président de la République, puisqu'il a un rôle particulier, exécutif, diplomatique, de chef des corps armés, donc le 11 novembre, etc., le 14 juillet. Et on le suit grâce à quelques photographes locaux, d'ailleurs, qui n'avaient pas du tout conscience de ce moment d'histoire qu'on a eu à Château-Chinon, et puis grâce aux photographes de la présidence de la République et du fonds qui est maintenant à l'Institut François Mitterrand. Donc, tout s'est bien passé entre les Nivernais et moi. Et j'en garde comme une sorte de sensibilité particulière. Je rencontre souvent des Nivernais, ça me fait toujours un plaisir un peu différent de celui que j'éprouve avec d'autres. Quand j'ai un moment de repos, ce qui est rare, je viens le plus souvent dans les Nièvres, voir les uns, voir les autres. Vous m'avez donc fourni l'occasion de vous le dire, ou de vous le redire. Une vie, c'est pas très long. Elle se fixe sur certains points majeurs qui finissent par la dominer. Oui, c'est vraiment ici le pays de ma vie. Je n'étais pas pourtant un enfant du Morvan. Élu, je l'ai servi de mon mieux et j'ai pris le pouvoir pour vous le rendre ici sans plus attendre. Les livres, j'en ai envoyé 18 000 environ pour l'instant au centre culturel Jean Jaurès à Nevers. Et Nevers est la capitale du département de la Nièvre, département dont j'ai été l'élu pendant 35 ans. C'est donc toute ma vie publique qui se trouve là. Et j'ai voulu marquer ma gratitude à l'égard des habitants de ce département. Dans l'ensemble du fonds, on a à peu près 22 000 documents en tout. Au départ, donc, on en avait un peu plus de 11 000 quand le fonds a ouvert en 1990. Et puis au fur et à mesure, jusqu'en 1995, il y a eu des arrivages réguliers qui ont permis d'enrichir le fonds jusqu'à atteindre aujourd'hui donc 22 000 documents, qui ne sont pas tous dans cette salle, puisqu'il s'agit d'une salle d'exposition. Il y en a d'autres dans la salle d'études qui se trouve derrière nous, et d'autres encore dans le magasin, qui est le magasin dans lequel sont conservées les pièces les plus précieuses. Le but, c'est que le patrimoine reste vivant, que le patrimoine soit, que les gens s'approprient ce patrimoine, et qu'ils le fassent leur, qu'ils comprennent qu'il est à eux, et qu'ils y ont accès quand ils le souhaitent, et ici, n'importe quand. À chaque fois qu'il y a une date commémorative, nous proposons une exposition différente, une exposition axée sur l'événement lui-même et sa célébration, bien évidemment. Nous travaillons assez longtemps en amont à ces commémorations. Je pense par exemple au centenaire de sa naissance en 2016, et qui pour nous doivent être mises en valeur par le biais de nos collections et par la manière dont nous allons les présenter. On ne présente pas tous les documents de la même manière. Qu'il s'agisse de photos, de gravures, de textes, de reliures, de dédicaces, de cartons dédicacés, à chaque fois, il y a une manière différente de présenter les choses. C'est le côté un peu muséographique de cette présentation. Alors ici, j'ai entre les mains un emboîtage aux armes du prince et de la princesse de Galles, qui a été offert au président
en novembre 1988. Alors ici, il y a un très bel emboîtage aux armes de la République fédérale d'Allemagne. C'est un des plus beaux ouvrages anciens du Fonds François Mitterrand, voyez, qui est orné d'une reliure à la dentelle, hein, et qui est un texte sur l'histoire du Brandebourg, hein, qui, sur la page de titre, figure comme anonyme, mais qui en fait a été écrit par Frédéric de Prusse, hein, qui parlait en français et qui d'ailleurs écrivait des lettres à sa sœur en français. Hein. C'était à l'époque du XVIIIe siècle où la langue française était la langue de la diplomatie et qui était goûtée par toutes les noblesses européennes. François Mitterrand a toujours été reconnu comme un homme du livre, si je peux dire, hein, puisque il a toujours beaucoup lu, il s'est beaucoup intéressé aux livres et il a aussi collectionné. Beaucoup de libraires d'anciens parisiens l'ont vu venir dans leur librairie. On a ce qu'on peut appeler quelques ouvrages de travail qui montrent que François Mitterrand a pris des notes. Alors ici, ce sont vraisemblablement des notes qu'il a prises au moment où il a écrit l'ouvrage Le coup d'État permanent, hein, puisque c'est un ouvrage qui a trait aux événements d'Algérie et la prise du pouvoir par De Gaulle en 1958. Alors là, c'est une page manuscrite de François Mitterrand, prenant des notes dans l'ouvrage. Et on peut voir aussi, il peut y avoir aussi, incidemment, dans d'autres ouvrages, on peut trouver des passages soulignés ou notés. Vous voyez. Et là, quelque chose d'intéressant, et on en trouve parfois, ils se servaient souvent du papier en tête de l'Assemblée nationale pour prendre des notes. C'est un lieu de recherche universitaire, et donc beaucoup d'historiens de l'histoire contemporaine, donc en l'occurrence la seconde moitié du XXe siècle, viennent travailler sur l'histoire politique de la Nièvre ou de la France à travers la personnalité qu'était François Mitterrand. Et donc c'est un lieu avec une forte connotation de recherche historique. L'essentiel de la bibliothèque, c'est une bibliothèque qui regroupe les ouvrages que le président a reçus dans le cadre de sa fonction. Mais à partir d'une certaine date, il a décidé d'adjoindre donc à ces ouvrages qui lui étaient offerts en tant que président une partie de sa bibliothèque personnelle. Et certains ouvrages remontent à la période où il était ministre de la France Outre-mer ou bien ministre de la Justice. À la fin de sa vie, il n'a pas du tout été dans une démarche de protection, d'éventuellement d'entretien du secret. Il a livré à la fois aux journalistes dans le temps immédiat et aux historiens l'ensemble des éléments qui leur permettraient d'écrire l'histoire. Et de ce point de vue, c'est un choix très conscient, on le sent. Hein. François Mitterrand avait une dimension historique et il souhaitait que ces décisions puissent être comprises par les historiens sans attendre le délai que parfois un personnage public souhaite avoir après son départ. Beaucoup de dédicataires font référence à la vie de François Mitterrand. Et d'ailleurs, quand on est allé faire une exposition dans un petit village, enfin dans une petite ville de Belgique, le thème de l'exposition était la biographie de François Mitterrand et les idées européennes de François Mitterrand d'après les dédicaces du Fonds François Mitterrand. Alors on pourrait trouver des dédicaces qui font référence à sa période de prisonnier de guerre, à sa montée politique et à toutes les périodes de sa vie finalement. Tiens, là j'ai ici une dédicace de Jean-Pierre Chevènement à François Mitterrand pour qu'avec le Parti socialiste, il rajeunisse le vieux monde, la crise, et fasse jaillir le neuf, amicalement, Jean-Pierre Chevènement. Des ouvrages de François Mitterrand paraîtront dans cette collection. L'abeille et l'architecte, entre autres.
L'une des manifestations de l'esprit de François Mitterrand, c'est effectivement le legs de sa bibliothèque, de ses livres, qui continue de faire vivre l'idéal d'un engagement politique, hein, parce qu'on parle de ça, en lien tout de même avec une conscience de l'histoire, une conscience des lettres, une participation à la vie réellement culturelle, pas simplement en représentation. Et c'est vivant, effectivement, dans ce lieu qui est le fonds François Mitterrand. Je suis très heureux de me trouver ce matin parmi vous à Clamecy. C'est l'occasion de retrouver bien des visages connus, bien des amitiés anciennes, et qui le restent. Mais aussi je vois cette ville s'équiper, s'organiser, progresser. On a de nombreuses œuvres qui ont été données lors de voyages officiels, mais aussi, par exemple, lors de ses déplacements en France, par des politiques, mais des conseils généraux, par exemple. Mais il y a aussi beaucoup d'œuvres de particuliers, beaucoup d'œuvres d'artistes, et puis certains grands artistes comme Vasarely, mais aussi des œuvres de peintres du dimanche, d'amateurs qui ont voulu montrer leur attachement à Mitterrand et puis au socialisme. Il a favorisé quand même beaucoup la culture, les musées et la culture. Donc un certain nombre d'artistes ont voulu manifester leur reconnaissance. Bon, les réactions sont très diverses. Parfois il rit parce que pour certains tableaux, mais il se pose souvent la question pourquoi Mitterrand a donné à ce musée, au musée de Clamecy, ces tableaux en fait. Et je dois vraiment adresser au maire, au conseil municipal, à la municipalité tout entière de cette ville, mes remerciements et l'expression de la gratitude à retardement que je dois à une circonscription que j'ai longtemps représentée et donc qui m'a fait confiance et que je n'oublie pas. Les œuvres qui ont été données par des gens de la Nièvre en général, ce sont les lieux du président, dont, par exemple ici, l'hôtel au Vieux-Morvan, à Château-Chinon. Là aussi, peut-être, ça peut l'intéresser, parce que c'est Latché. Là, on en a un autre, là, c'est le Bassompierre, donc Latché aussi. Donc, oui, ce qu'on appelle les lieux du président. Là, la dernière œuvre qui est présentée ici est une œuvre d'un artiste qui s'appelle Mahmoud Ben Bella et qui a été donné par Pierre Mauroy. Il est intéressant aussi de voir qui donne et que donne-t-on à un président. Et très souvent, les tableaux sont dédicacés. Et ce sont vraiment des marques presque d'affection en fait envers le président, et puis d'espoir, un petit peu dans un monde meilleur avec le président. Donc, c'est quelque chose aussi de très touchant parfois. Oui, c'est vraiment ici, le pays de ma vie. Je n'étais pas pourtant un enfant du Morvan. Élu, je l'ai servi de mon mieux et j'ai pris le pouvoir pour vous le rendre ici sans plus attendre.